Bonjour à vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, je voudrais vous confier une histoire. C'est pas une histoire facile à raconter, mais j'espère qu'elle vous trouvera au bon moment, qu'elle résonnera en vous d'une manière ou d'une autre. C'est l'histoire de la fin d'un amour que je croyais éternel, celui d'une mère pour son fils. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui et si le cœur vous en dit quel âge vous avez. J'aime imaginer les visages et les vies qui se cachent derrière les silences. Mon fils m'avait dit que mon installation au sous-sol n'était que temporaire. Quelques jours plus tard, des étrangers dormaient dans ma chambre à l'étage. Cette trahison a allumé en moi un feu que je ne me soupçonnais pas. Je m'appelle Diane, j'ai 72 ans, je suis veuve, et je pensais avoir assez vécu pour connaître toutes les formes de chagrin. Je croyais avoir bravé toutes les tempêtes. Mais rien, pas même la perte de mon mari, ne m'avait préparé à la douleur que mon propre fils allait semer dans ma vie. Marc, mon unique enfant. Mon bébé miracle, né après des années où les médecins m'assuraient que je ne pourrais jamais concevoir. J'ai déversé chaque once de mon amour et de mon énergie pour l'élever. Des nuits passées à coudre ses costumes pour l'école. Des matinées à enchaîner les services pour qu'il ne se sente jamais inférieur aux autres enfants. J'étais à la fois sa mère et son père, sa première supportrice, et son infirmière, son professeur et son ami. Quand mon mari Richard est décédé il y a 10 ans, c'est Marc qui m'a promis « Ne t'inquiète pas, maman, je veillerai toujours sur toi ». Ces mots sont devenus mon encre. Je m'y suis accrochée chaque fois que la solitude envahissait la maison, chaque fois que le silence après la mort de Richard devenait insupportable. Pendant des années, cette promesse a semblé vraie. Marc appelait souvent, passait les week-ends, m'aidait pour les petites réparations. Il me tapotait l'épaule en disant « Tu as tant fait pour moi, maman. Maintenant, c'est à mon tour. » Et je le croyais. Je voulais le croire. C'est pourquoi lorsqu'il a suggéré que je m'installe au sous-sol, juste pour quelque temps, je n'ai pas vraiment posé de questions. Il disait que la chambre du haut, ma chambre, celle que Richard et moi avions partagée pendant près de 35 ans, avait besoin d'être rénovée. Un coup de peinture fraîche, de nouvelles fenêtres, une mise à jour de l'électricité. Il m'a promis qu'elle serait magnifique une fois terminée. Je me souviens être restée dans cette pièce, la lumière filtrant à travers les rideaux de dentelle que j'avais moi-même ourlés en pensant combien il était étrange de vouloir la refaire. Les murs étaient impeccables, les fenêtres s'ouvraient encore sans effort. Mais j'ai chassé ce doute. C'est sa façon de prendre soin de moi, me suis-je dit. Le sous-sol n'était pas si terrible, du moins à première vue. Il y avait un petit lit, une lampe et une fenêtre étroite qui donnait sur l'allée. J'y ai descendu quelques cadres photos Richard, avec son chapeau de pêche Marc, tout petit, le visage barbouillé de glace. Je me suis répété que ce n'était que temporaire, quelques semaines tout au plus. Pourtant, la première nuit passée, là, je suis restée éveillée à écouter les craquements de la maison au-dessus de moi. J'avais l'impression d'avoir été mise de côté comme une vieille malle qu'on descend à la cave. La chaleur de la chambre me manquait, la façon dont le soleil du matin me réveillait doucement. Ici, c'était humide. L'air portait toujours une légère odeur de moisi. Marc passait la tête de temps en temps, toujours aussi joyeux. « Ça va, maman? Tu es bien installée ?» Je souriais et répondais « Oui, parce que c'est ce que font les mères. Nous ravalons notre malaise. Nous nous disons que nos enfants ont de bonnes intentions. » Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Pourquoi maintenant ? Pourquoi changer quelque chose qui n'était pas cassé ?» Je l'ai ignoré. Après tout, c'était Marc, mon fils. Le garçon que j'avais porté sur ma hanche, celui qui pleurait le jour de sa première rentrée, celui qui s'était accroché à moi à l'enterrement de Richard. Assurément, il ne pouvait pas me tromper. C'est du moins ce que je pensais. La première semaine au sous-sol, j'ai essayé de me convaincre que c'était une aventure. J'ai même plaisanté avec ma voisine Marguerite, en lui disant que j'avais emménagé dans une chambre d'étudiante à 72 ans. Elle a ri, mais je voyais bien qu'elle trouvait ça étrange. « Des rénovations ?» a-t-elle demandé en haussant un sourcil. « Ta chambre est plus jolie que tout ce qu'on voit dans les magazines de décoration. » Elle n'avait pas tort. Richard et moi avions passé des années à faire de cette chambre notre petit sanctuaire. Le papier peint était d'un crème doux orné de minuscules roses bleues. La commode en chêne brillait encore lorsque le soleil entrait à flots. Je ne voyais pas pourquoi il fallait la refaire, mais Marc insistait. « Maman, tu mérites mieux, » disait-il, avec ce ton assuré qui était le sien. Nouvelle électricité, peinture fraîche peut être même un nouveau ventilateur de plafond. Fais-moi confiance, tu vas adorer. Je voulais le croire.
Je voulais voir son empressement comme une marque d'affection, pas un calcul. Mais j'ai remarqué de petites choses. La façon dont il évitait mon regard quand je lui demandais quelle couleur il comptait utiliser. Comment il balayait mes questions d'un « ne t'inquiète pas pour ça ». Le sous-sol lui-même était bien loin de la vie douillette à laquelle j'étais habituée. Le plafond était si bas que je devais me baisser dans un coin. Mes genoux me faisaient souffrir en montant les escaliers étroits. Il n'y avait qu'une petite salle de bain dont le carrelage était toujours humide sous mes pieds. La nuit, quand j'éteignais la lampe des ombres, rampait le long des murs en béton. Pourtant j'essayais. Je pliais mes couvertures avec soin, je posais mes tasses à thé sur la commode que Marc avait poussée contre le mur, et je me murmurais « ce n'est que pour quelques semaines ». Mais le malaise grandissait. Un soir, alors que je tricotais dans mon petit fauteuil, j'ai entendu des pas au-dessus de moi, des bruits de bottes lourdes qui allaient et venaient. Il était plus de minuit. J'ai froncé les sourcils, me demandant ce que Marc pouvait bien faire éveiller. Le lendemain matin, quand je lui ai posé la question, il a dit qu'il avait déplacé des meubles. Son explication était trop rapide, trop bien rodée. « Tu es sûr que tout va bien là-haut ?» ai-je insisté. « Maman, hâté, il soupirait. « Fais-moi confiance, tout ça c'est pour toi. » Ses mots semblaient chaleureux, mais ses yeux fuyaient les miens. Puis est arrivé le jour où il a apporté un cadenas. Juste par sécurité, a-t-il expliqué en l'installant sur la porte du sous-sol du côté de l'étage. Mon estomac s'est noué en voyant ce verrou se fermer. Même s'il m'a laissé la clé, je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme une invitée dans ma propre maison. Je me suis occupée avec de petites choses, lisant de vieux romans, préparant du thé triant, des albums photos. Mais chaque fois que je montais les escaliers, j'avais l'impression d'être une intruse, d'entrer dans un espace qui ne m'appartenait plus. Ma maison, mon sanctuaire me semblait soudain emprunté. 2 semaines ont passé. Marc ne parlait presque plus des rénovations. Pas de pot de peinture, pas d'ouvrier, aucun signe d'amélioration, juste de vagues promesses. Quand je lui demandais quand je pourrais remonter, il m'embrassait sur le front comme un parent qui calme un enfant et disait « Bientôt maman, sois patiente ». Ce baiser me piquait plus qu'il ne me réconfortait. J'ai commencé à remarquer comment il s'attardait sur son téléphone chuchotant dans la cuisine tard le soir. Une fois, je l'ai entendu ricaner « Ouais, tout est prêt, elle est bien en bas ». Le « elle », c'était moi. Je le savais. Et pourtant, j'ai ravalé mes questions effrayées parce que les réponses pourraient être. Parce que, voyez-vous, la vérité, c'est que les mères ne veulent pas croire que leurs enfants sont capables de cruauté. Nous passons tant d'années à les protéger du monde que nous oublions d'imaginer que nous pourrions avoir besoin de nous protéger d'eux. Plus je restais dans ce sous-sol, plus je me sentais en exil. J'étais assise à la petite fenêtre regardant les enfants du quartier faire du vélo, écoutant les oiseaux le matin, mais j'étais piégée en bas, dans un silence humide, un silence rempli de doutes. Quelque chose n'allait pas. Et même si je ne pouvais pas encore le prouver, je le sentais au plus profond de mes os. Ce n'était pas temporaire. C'était le début de quelque chose de bien plus douloureux. C'est un jeudi soir que la vérité a commencé à se fissurer. Je m'étais couchée tôt au sous-sol, le froid du sol en béton me glaçant les os. Après minuit, j'ai été réveillée par des voix étouffées d'abord, puis plus claires à mesure que je montais à mi-chemin des escaliers. Des rires, le rire d'un homme rauque et inconnu, puis la voix d'une femme. Cet endroit est parfait, chaleureux, très lumineux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Chaleureux, très lumineux. Elle ne parlait certainement pas du sous-sol. J'ai poussé la porte, juste un filet. À travers l'entrebâillement, je les ai vus. 2 étrangers debout dans mon couloir, des valises à leurs pieds. Marc était avec eux, souriant comme un agent immobilier. « Et voici la chambre », dit-il en ouvrant la porte de ma chambre, mon lit, ma commode, les rideaux que j'avais ourlés à la main. La femme a eu un hoquet de surprise. C'est ravissant. J'ai senti mes genoux fléchir. Ma chambre n'était pas en rénovation. Elle était en location. Je suis restée cachée dans les escaliers, chaque muscle tremblant. Mon fils, ma propre chair, avait transformé mon sanctuaire en une affaire commerciale et il n'avait même pas eu la décence de me le dire. Le lendemain matin, je l'ai confronté. Ma voix tremblait en demandant Marc qui étaient ces gens hier soir. Il a à peine scellé. Des locataires. Juste un couple qui loue la chambre du haut. Ce n'est pas grave, maman. Pas grave. Ma voix s'est brisée d'incrédulité. C'est ma chambre.
Tu avais dit qu'elle était en rénovation. » Il a levé les yeux au ciel, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. « Tu réagis de manière excessive. La maison est assez grande. Tu n'utilises même pas la moitié de l'espace. Pourquoi ne pas se faire un peu d'argent en plus ?» Je l'ai dévisagé, le poids de sa trahison m'écrasant la poitrine. « C'est ma maison Marc, la mienne. » Un instant, j'ai cru qu'il allait s'adoucir, qu'une lueur de culpabilité apparaîtrait sur son visage. Mais au lieu de ça, il a haussé les épaules. « Écoute, les factures ne se paient pas toutes seules. Tu devrais être reconnaissante. Ça nous aide tous les deux. Reconnaissante. » Ce mot a atterri comme un poison. J'avais travaillé toute ma vie pour construire cette maison. J'avais payé chaque traite économisée pour les réparations, peint les murs, planté les rosiers dans le jardin tout en l'élevant. Et maintenant, il voulait que je sois reconnaissante d'être parquée dans un sous-sol humide pendant que des étrangers dormaient dans le lit où j'avais dormi aux côtés de mon mari. Je ne trouvais plus mes mots. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Tout ce que j'ai pu faire, c'est redescendre ces escaliers étroits, chaque marche plus lourde que la précédente. Cette nuit-là, j'entendais les nouveaux locataires rire dans ma chambre au-dessus. Un son qui autrefois signifiait le réconfort, le craquement du plancher, le bourdonnement du ventilateur, me poignardait. J'ai pressé mon oreiller contre mes oreilles, mais la trahison était plus forte que n'importe quel bruit. Les jours qui ont suivi se sont fondus les uns dans les autres. Le couple s'est installé à l'étage joyeux et poli, mais leur simple présence était un rappel constant que j'avais été mise à l'écart. Ils parcouraient les couloirs, qui avaient autrefois porté mes pas, ouvraient les tiroirs que j'avais tapissés de papier parfumé à la lavande. Ma maison ne me semblait plus être la mienne. Je voulais crier, exiger que Marc arrange ça, mais chaque fois que j'essayais de parler, il me faisait taire avec une logique tordue. « Maman, tu n'as pas besoin d'autant d'espace. » « Maman, tu as dit que tu étais bien installée en bas. Maman, pourquoi es-tu si difficile ?» J'ai commencé à douter de moi-même. Étais-je difficile, égoïste? Devais-je simplement accepter? C'est la partie la plus cruelle de la trahison. Elle vous fait douter de votre propre réalité. Un après-midi, alors que je montais le linge, la nouvelle locataire m'a souri et a dit « C'est si gentil de votre part de nous laisser rester ici. Vous devez aimer avoir de la compagnie. » Laisser, ce mot m'a vidé. Il pensait me rendre service, apporter de la vie dans ma maison. Il n'avait aucune idée qu'il vivait sur les ruines de ma confiance. Ce soir-là, assise sur le bord de mon lit étroit au sous-sol, je fixais la photo de Richard sur la commode. Ses yeux figés dans ce doux sourire semblaient poser la question que j'avais trop peur de me poser. « Comment en est-on arrivé là ?» ai-je murmuré dans la pénombre. « Qu'est-il arrivé à notre garçon ?» Pour la première fois, une vérité glaciale s'est insinuée dans mon cœur. Peu, être que le but n'était pas de m'aider, ni même de payer des factures. Peu, être que Marc ne me voyait plus comme sa mère. Peu, être qu'il me voyait comme un obstacle. Et cette prise de conscience n'était que le commencement. Les semaines suivantes furent une leçon d'humiliation que je n'aurais jamais imaginé vivre. Au début, j'essayais de garder la tête haute, me disant que les locataires étaient temporaires. Mais le temporaire a une façon de s'étirer jusqu'à devenir permanent. Leur rire remplissait les couloirs où la voix de mon mari résonnait autrefois. Leurs chaussures étaient bien rangées près de la porte où Richard laissait ses bottes. Et mon fils me traitait moins comme la propriétaire des lieux que comme l'une de ses locataires. J'ai remarqué qu'il interceptait le courrier. La première fois, j'ai cru à un accident des lettres laissées non ouvertes sur le comptoir de la cuisine, mais bientôt il a cessé de les laisser tout court. Quand j'ai demandé, il a agité la main en disant « Des factures et de la pub maman, rien dont tu doives t'inquiéter. » J'ai frémi. Rien dont je doive m'inquiéter. J'avais géré mes propres affaires pendant des décennies. Mais maintenant, Marc agissait comme si j'étais une enfant fragile à qui on ne pouvait pas confier une enveloppe. Un matin, je suis entrée dans la cuisine et je l'ai trouvé en train de parler à l'un des locataires. « Ne faites pas attention à ma mère, » dit-il en riant. « Elle a ses petites habitudes. » Je me suis figée. Il l'a dit si nonchalamment, comme si je n'étais pas là, comme si j'étais une sorte de nuisance. « Excuse-moi », ai-je dit, la voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Son sourire s'est effacé. Je voulais juste dire « Tu sais, une maman traditionnelle », sans vouloir te vexer. Mais le mal était fait. Les locataires ont commencé à me regarder différemment. Police, oui, mais distant.
Une fois, alors que j'époussetais la rampe d'escalier, l'un d'eux m'a tendu sa tasse, en disant « Pourriez-vous rincer ça quand vous aurez fini ?» Il m'avait prise pour la femme de ménage. J'ai voulu hurler, leur dire que c'était ma maison, que chaque clou, chaque brique, chaque rosier dans le jardin était là grâce à moi. Au lieu de ça, j'ai rincé la tasse, mes mains tremblant sous l'eau. La nuit, allongée au sous-sol, j'écoutais les pas au-dessus. Ils n'appartenaient plus à ma famille. Ils appartenaient à des étrangers qui avaient plus de droits sur ma chambre que moi. La pensée était insupportable. Et pourtant, je restais là de peur de faire des vagues, de peur de perdre le peu de lien qu'il me restait avec Marc. Mais les fissures s'élargissaient. Il a commencé à contrôler les courses. « Pas la peine que tu ailles faire les magasins maman, dit-il un matin, ses clés cliquetant dans sa poche. Je m'en occupe. » Plus tard, j'ai ouvert le frigo pour trouver des étagères remplies de choses que je n'achèterais jamais. Des aliments qui ne convenaient ni à ma santé, ni à mes goûts. Quand j'ai demandé où étaient les sachets de thé, il a haussé les épaules. « Oubliez, tu survivras bien, une journée sans thé, non. » Ce n'était pas de l'oubli, c'était du contrôle. Petit à petit, les choix que j'avais toujours faits pour moi-même m'échappaient. Un après-midi, je l'ai entendue au salon au téléphone. « Elle va bien, disait-il, la voix basse mais audible. Elle ne se plaint pas beaucoup, le sous-sol c'est assez bien pour elle. » Mon sang s'est glacé. Assez bien pour elle. Comme si j'étais un chien errant à qui il avait donné une couverture. Cette nuit-là, je me suis assise dans le noir avec la photo de Richard. « Il ne me voit plus, ai-je murmuré. Ni comme sa mère, ni même comme une personne. » L'érosion était lente, oui, mais constante. J'ai commencé à remarquer comment il fermait à clé les placards du haut, comment il gardait les clés de la maison dans sa poche, au lieu de les laisser sur le crochet près de la porte, comment les décisions concernant les réparations et les finances étaient prises sans même que j'en sois informée. Le coup de grâce est venu un samedi matin. J'arrosais le jardin quand une voisine que je connaissais depuis des années s'est arrêtée près de la clôture. « Diane, » dit-elle prudemment, « je ne voudrais pas être indiscrète, mais savez-vous que votre fils loue des chambres? J'ai vu une annonce en ligne pour votre maison. » Mon cœur s'est arrêté. Une annonce. Elle a hoché la tête. Oui, plusieurs chambres, pas seulement une. Il était écrit entièrement disponible. Entièrement disponible. Les mots bourdonnaient à mes oreilles comme un essaim de guêpes. Ce n'était pas seulement ma chambre. Il se préparait à transformer toute ma maison en immeuble de rapport. Je l'ai remercié, forçant un sourire, mais à l'intérieur, mon estomac se tordait. Quand je suis rentrée, Marc était à table, faisant défiler son téléphone. J'ai voulu le lui arracher, exiger des réponses, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce que pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de perdre une chambre. Il s'agissait de perdre ma vie petit à petit aux mains de la personne même qui était censée la protéger. Le jour où tout a basculé était l'un de ces matins faussement lumineux. J'ai fait infuser mes dernières feuilles de thé au sous-sol. Je me suis assise à la petite table et j'ai essayé de prétendre que la vapeur qui montait de la tasse suffisait à me calmer, mais ma poitrine était douloureuse. D'angoisse, les mots de la voisine ne me quittaient pas. Plusieurs chambres, entièrement disponibles. Quand Marc est parti travailler, je suis montée à l'étage en cachette. Mes genoux protestaient, mais l'adrénaline me portait. Il me fallait des réponses. Il me fallait des preuves. Sur la table du couloir, son ordinateur portable brillait l'écran à moitié ouvert. Pendant des années, j'avais respecté sa vie privée, ne jetant jamais un œil à ses affaires. Mais ce matin-là, j'ai franchi une ligne que je n'aurais jamais cru franchir. Mes doigts tremblaient en soulevant l'écran. Et c'était là, l'annonce, en lettres grasses. Spacieuse maison familiale à louer. Emplacement idéal. Plusieurs chambres disponibles. Des photos de ma chambre, de ma cuisine, de mon jardin avec les rosiers de Richard. Le tout présenté comme si je n'étais rien de plus qu'une ombre au sous-sol. J'ai fait défiler. Mon cœur battait plus fort à chaque clic. Des notes sur des options de location à long terme, même des demandes de locataires potentiels, puis un brouillon d'email. Mon souffle s'est coupé en le lisant. Oui, ma mère reste au sous-sol. Elle est âgée mais silencieuse. Elle ne sera pas un problème. Ne sera pas un problème.
Je me suis effondrée sur la chaise, mes mains agrippant la table si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je n'étais plus une mère. J'étais un fardeau, un obstacle, quelque chose à gérer, à minimiser, à cacher. À cet instant, le brouillard s'est levé. J'ai vu Marc, clairement, non pas comme le garçon que j'avais élevé, non pas comme l'homme qui avait promis de prendre soin de moi, mais comme quelqu'un qui avait choisi l'avidité plutôt que le sang, le confort, plutôt que l'amour. Puis vint le deuxième coup. Plus tard, dans l'après-midi, alors que je prenais l'air dans le jardin, ma vieille amie Jeanne s'est arrêtée. Elle s'est penchée par-dessus la clôture, le visage empreint d'inquiétude. « Diane, hâtée, elle murmurait. Je ne devrais probablement pas te dire ça, mais j'ai entendu Marc au café du coin hier. Il se vantait auprès d'un ami de vouloir vendre la maison. Il disait que ce serait facile parce que tu étais déjà bien rangé en bas. Le monde a basculé. Vendre la maison dans mon dos, j'ai senti mes genoux vaciller et Jeanne a tendu la main pour me retenir. Tu es sûre? Ai-je réussi à croasser? Elle a hoché la tête sombrement. Je sais ce que j'ai entendu. Je suis rentrée en titubant, le cœur battant dans mes oreilles. C'était pire que ce que je pensais. Louer des chambres était une chose. Mais vendre la maison, ma maison signifiait me dépouiller de tout ce que j'avais construit, de tout ce pourquoi Richard et moi avions travaillé. Cela signifiait effacer ma place, même dans le monde. Cette nuit-là, allongée dans le lit humide du sous-sol, j'ai fixé le plafond, jusqu'à ce que les larmes brouillent ma vision. J'entendais les locataires rire à l'étage, les pas de Marc, le grincement de la porte d'entrée se fermant alors qu'il sortait, et dans le silence qui a suivi une clarté d'acier, s'est installée en moi. J'ai murmuré dans le noir, « C'en est assez. J'avais passé ma vie à donner, à pardonner, à excuser. J'avais sacrifié, enduré, cru. Mais il arrive un moment que l'on ait 72 ou 22 ans où l'on réalise que le silence est une trahison en soi. Alors j'ai commencé à planifier. Silencieusement, prudemment, le lendemain matin, pendant que Marc était sorti, j'ai récupéré la boîte de papier important que j'avais cachée au sous-sol. Une habitude que Richard et moi avions prise après sa crise cardiaque des années auparavant. Acte de naissance, l'acte de propriété de la maison de vieux documents financiers. Dieu merci, je ne les lui avais jamais entièrement confiés. J'ai appelé un vieil ami avocat, en qui Richard avait confiance, et j'ai tout expliqué à voix basse. Il n'a pas eu de hoquet de surprise. Au lieu de cela, il a soupiré comme s'il avait déjà entendu cette histoire de la part d'autres mères, d'autres pères, trahis par les enfants mêmes qu'ils avaient élevés. « Diane, dit-il doucement, vous êtes toujours propriétaire de cette maison. Vous avez tout à fait le droit de décider de ce qu'il en advient. S'il agit sans votre consentement, il est temps d'agir avant qu'il ne fasse quelque chose d'irréversible. Agir. » Ces mots ont allumé une flamme en moi. Pendant si longtemps, j'avais été passive, attendant, espérant que Marc retrouverait la raison. Mais l'espoir était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. La semaine suivante, j'ai agi en silence. J'ai rassemblé chaque document, chaque numéro de compte. J'ai de nouveau parlé à l'avocat, mettant les choses en mouvement. Et chaque fois que je regardais Marc souriant, comme si de rien n'était, je ressentais un étrange calme. Il pensait m'avoir déjouée. Il me croyait faible, trop vieille, trop naïve. Mais il avait sous-estimé la force qui naît chez une femme qui n'a plus rien à perdre. La maison était exceptionnellement calme le soir où j'ai choisi de le confronter. Les locataires étaient sortis. Marc était assis dans le salon, consultant son téléphone, l'air si détendu, comme si la maison qu'il démantelait pièce par pièce n'était qu'un échiquier sous ses doigts. J'entrais lentement tenant le dossier que j'avais préparé toute la semaine. Mes genoux me faisaient mal, mais ma colonne vertébrale était plus droite qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Marc » dis-je d'une voix calme et stable. Il leva les yeux distraits. « Salut maman, tu as besoin de quelque chose ?»« Oui, » répondis-je. « La vérité. » Il fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» J'ai posé le dossier sur la table basse, l'acte de propriété glissant juste assez pour qu'il le voie. « Je sais pour les locataires. Je sais pour l'annonce en ligne. Et je sais que tu prévois de vendre cette maison. » Son visage est devenu blême. Puis il a ri un rire bref et sec. « Qui t'a raconté ça? Une voisine, maman, tu montes les choses en épingle. » Ma voix n'a pas faibli. « Ne me mens pas. Plus maintenant. »
Il s'est agité sur son siège, essayant de retrouver son assurance. « Écoute, maman, tu ne comprends pas. Cet endroit est trop grand pour toi. Tu n'en as pas besoin. J'essayais juste de rendre les choses plus faciles. Plus faciles pour qui ai-je lâché ma voix s'élevant pour la première fois? Tu m'as installé dans un sous-sol humide, comme si j'étais un fardeau à cacher. Tu as loué ma chambre, notre chambre, celle de Richard, et la mienne comme si elle ne signifiait rien. Et ensuite tu as essayé de m'effacer de ma propre maison. » Sa mâchoire s'est crispée. « Ce n'est pas comme ça. J'ai géré les choses, payé les factures, pris soin de toi. Pris soin de moi. » J'ai laissé échapper un rire amer. « Tu n'as pas pris soin de moi. Tu as profité de moi. Et je ne laisserai pas ça continuer un jour de plus. » Il me regarda, l'incrédulité brillant dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vendu la maison, Marc. Les mots sont restés en suspens, dans l'air lourd et définitif. Sa bouche s'est ouverte. « Tu... quoi ?» Je l'ai vendue, ai-je répété plus calmement cette fois. Les papiers sont signés, l'argent est en sécurité, et tu n'en verras pas un centime. Il s'est levé d'un bond, la voix brisée par la fureur. « Tu ne peux pas faire ça. C'est aussi ma maison. »« Non, Marc. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était ma maison, la mienne, et celle de ton père. Tu n'as jamais payé une seule facture d'hypothèque, jamais levé le petit doigt pour la construire. Et maintenant, elle est partie. Tu ne profiteras pas de ce que tu as essayé de voler. Il arpentait la pièce, passant ses mains dans ses cheveux. Tu as perdu la tête. Comment as-tu pu me faire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai failli rire de l'ironie. Ce que tu as fait pour moi, tu m'as enfermé dans un sous-sol et tu as mis ma vie en location. Tu as essayé de vendre le seul endroit qu'il me restait pour me sentir proche de ton père. Et tu veux que je te remercie. Sa colère s'est alors fissurée, laissant place à quelque chose de désespéré. Maman, je ne le pensais pas comme ça. J'essayais d'assurer notre avenir. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour moi. Je l'ai interrompu. N'essaie pas de transformer ça en quelque chose de noble. Tu m'as trahi, Marc. Et il y a des conséquences. Il s'arrêta, me fixant avec des yeux écarquillés. Quelles conséquences? J'ai rassemblé les papiers dans le dossier. J'ai refait mon testament. Tu n'y figures plus. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir la prise de conscience poindre dans ses yeux. Pas seulement à propos de l'argent, mais à propos de la finalité de ce que je disais. Il ne perdait pas seulement la maison. Il perdait la mère qu'il avait toujours pardonnée, toujours excusée, toujours soutenue. « Tu ne peux pas être sérieuse », a-t-il murmuré. Mais je l'étais. Chaque mot. J'ai passé ma vie à tout te donner. Et en retour, tu m'as traité comme un rien. Alors oui, je suis sérieuse. Tu vivras avec les choix que tu as faits. Il s'est laissé retomber sur le canapé, le visage pâle, les mains tremblantes. Pour la première fois, il me parut petit. Non pas la figure imposante qui avait pris le contrôle de la maison, mais le petit garçon qui s'accrochait autrefois à moi, la nuit effrayé par le noir. Sauf que maintenant, je réalisais qu'il n'avait pas peur du noir. Il était le noir. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Mes pas étaient fermes, mon cœur résolu. Pour une fois, ce n'était pas moi qui battais en retraite. Sur le seuil, je me suis arrêtée et j'ai dit doucement « C'était la dernière chance que tu avais avec moi, Marc. Et tu l'as jetée. » Puis je l'ai laissé assis au milieu des ruines de ses manigances et je ne me suis pas retournée. La maison est partie maintenant. Je pensais que la quitter me briserait, que sans ces murs, ce jardin et cette chambre, je me sentirais perdue. Mais la vérité, c'est qu'au moment où j'ai signé, je me suis sentie plus légère que je n'avais été depuis des années. J'ai emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire. 2 pièces, un balcon qui capte le soleil du matin et juste assez d'espace pour les choses qui comptent. La photo de Richard et sur ma commode son chapeau de pêche, toujours incliné avec ce même angle coquin. Mes tasses à thé sont alignées sur l'étagère de la cuisine. Et le meilleur de tout, quand je me glisse dans mon lit le soir, c'est mon lit. Le mien, dans mon propre espace, sans personne, qui arpente le sol au-dessus de moi sans voix pour me dire que je ne suis pas à ma place. Est-ce que l'ancienne maison me manque? Oui, chaque rosier que j'ai planté dans ce jardin, chaque dîner de fête autour de cette table.
C'étaient des morceaux de ma vie. Mais ce qui ne me manque pas, c'est le sentiment d'être effacée à l'intérieur de ma propre maison. Le froid humide du sous-sol ou les pas d'étrangers dans ma chambre ne me manquent pas. Parfois, dans le calme du soir, je me demande si Marc comprendra un jour ce qu'il a perdu. Pas l'argent, pas l'héritage, mais moi, sa mère, la femme qui l'a porté, qui s'est sacrifiée pour lui, qui lui aurait donné le monde s'il avait seulement demandé avec amour au lieu de tromperie. Il y a un chagrin particulier qui vient avec la perte d'un enfant qui est toujours en vie. Ce n'est pas net comme la mort, c'est désordonné, déchiqueté. Chaque souvenir a un double tranchant. La douceur de ses premiers pas, l'amertume de sa dernière trahison. Et pourtant, malgré tout cela, je ne le déteste pas. Je ne peux pas. La haine est un fardeau trop lourd à porter à mon âge. Ce que je ressens à la place, c'est de la tristesse et de la liberté, parce que voici ce que j'ai appris. Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles qui nous enseignent les leçons les plus difficiles sur les limites. J'ai passé des années à penser que l'amour signifiait donner sans compter. Mais l'amour sans respect n'est que de l'exploitation. Et quand le respect meurt, l'amour ne peut survivre seul. Cette prise de conscience a fait mal. Elle fait encore mal. Mais elle m'a aussi sauvée. Elle m'a poussée à me défendre, à récupérer les morceaux de moi-même que j'avais laissés s'échapper au nom de la famille. Maintenant, dans ce petit appartement, j'ai commencé à construire une nouvelle vie. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque municipale. J'ai planté des herbes aromatiques, en pot, sur mon balcon. Et chaque matin, je regarde les feuilles de basilic s'incliner vers le soleil, comme si elles s'inclinaient avec gratitude. Et parfois, je me surprends même à rire. Un vrai rire, pas celui creux que je forçais dans ce sous-sol. À vous qui m'écoutez, je veux dire ceci, faites attention aux petits signes, aux commentaires dédaigneux, au contrôle sur les petits choix, à la façon dont quelqu'un vous fait douter de votre propre valeur. La trahison n'arrive pas toujours avec un cri. Elle s'insinue souvent, silencieusement jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez été poussé dans un coin de votre propre vie. Si vous êtes dans ce coin maintenant, sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour en sortir. Même si vous avez 72 ans, même si cela signifie s'éloigner de quelqu'un que vous pensiez, vous protégerez toujours. J'ai peu être perdu mon fils, mais j'ai retrouvé ma voix, j'ai retrouvé ma dignité. J'ai trouvé la paix dans un endroit où je n'ai pas à regarder par-dessus mon épaule ou à me demander si mon espace est vraiment le mien. L'autre jour, en sirotant mon thé sur mon balcon, une brise a apporté l'odeur des roses d'un jardin voisin. Un instant, j'ai fermé les yeux et j'ai eu l'impression que Richard était là à côté de moi. Pas dans l'ancienne maison, pas dans le passé, mais ici dans ce nouveau chapitre. Et j'ai réalisé que la maison, ce n'est pas un ensemble de murs ou un acte de propriété. La maison, c'est l'espace que l'on revendique pour soi, la part de soi que l'on refuse d'abandonner. Alors non, je ne regrette pas d'avoir vendu cette maison. Je ne regrette pas d'avoir refait mon testament. Je ne regrette même pas la confrontation, car ces choix m'ont rendu la seule chose que je croyais avoir perdue pour toujours moi-même. Et ça, plus que n'importe quelle maison ou héritage, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais m'enlever.